Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Rentrée solennelle des cours et tribunaux, 56 recours à l'excès de pouvoir reçus en 2017. Le président de la République s'est dit ouvert à un débat pour améliorer et moderniser la justice. Le chef de l'État prône une démarche inclusive. Massacre de Bofa, le bilan s'alourdit, on dénombre 14 morts. L'armée est aux trousses des assaillants, une poursuite qui pourrait conduire à la Guinée-Bissau. Robert Sagna et Abdoumbo préconisent le maintien du dialogue. Pas d'école ce jeudi, le QSEMS parle d'irresponsabilité de la part de l'État. Ses membres exigent le respect des accords signés avec les syndicats d'enseignants. D'autres plans d'action sont en vue pour amener le gouvernement à satisfaire leurs revendications. Le taux de bancarisation au Sénégal s'élève à 18% pour le président de l'ACSIF. Le pays ne dispose pas d'une politique d'éducation financière. Le sociologue Abdoulaye Biaye soutient que certains Sénégalais n'ont pas la culture de confier leur argent à une banque. Le Sénégal a l'un des meilleurs systèmes juridictionnels, affirmation du président de la République. Le chef de l'État reconnaît toutefois qu'il est perfectible. Il invite les professionnels à réfléchir à une démarche inclusive sur les mécanismes d'amélioration et de modernisation de la justice. Le président de la République s'est dit toutefois ouvert à toutes les propositions pourvu qu'elles profitent à la justice. Il a présidé la rentrée solennelle des cours et tribunaux ce jeudi. Les précisions d'Elhadj Moussabé. Le contrôle de l'action administrative et le recours à l'excès de pouvoir sont les questions les plus évoquées lors de la rentrée solennelle des cours et tribunaux. 56 recours pour excès de pouvoir ont été reçus par la Cour suprême. Et la chambre administrative de cette Cour en a jugé au 31 décembre 45, dont 16 annulations de décisions administratives, 21 rejets et 8 irrecevabilités. Dans son discours d'usage, le conseil référendaire reconnaît les limites du système judiciaire. À défaut de profondes réformes, il invite à la mise en place d'un organe de réflexion. Ces idées, en attendant d'être complétées par d'autres, portent sur l'organisation du contrôle, sur le cadre légal d'évolution de l'administration, sur la saisine du juge et sur ses pouvoirs. Le contrôle juridictionnel de l'administration est une évidence, mais doit également se pencher sur les dépenses publiques, relève le bâtonnier de l'ordre des avocats. Les contrôles dévolus à la Cour des comptes visent à promouvoir l'obligation de rendre compte et de déceler toute irrégularité par rapport aux normes juridiques et de gestion en vigueur afin de prendre les correctifs nécessaires et d'engager la responsabilité de leurs auteurs. Pour le président du Conseil supérieur de la magistrature, en l'occurrence le chef de l'État, la nécessité consiste à assurer à l'État une protection contre les décisions qui portent atteinte à ses obligations. Autoriser l'exécution forcée contre l'État, ce serait porter atteinte à la souveraineté de l'État. Ce serait perturber le bon fonctionnement du service public. Il invite dès lors à un équilibrage. Réaliser l'équilibre entre le respect des droits du citoyen et la préservation de la continuité du service public. 481 arrêts et ordonnances ont, durant l'année judiciaire, été rendus par la Cour. Le manque de transparence et l'impartialité de la justice, 2 points qui sont revenus dans les différents discours prononcés lors de des avocats. D'ailleurs, relevé une impuissance de la justice face à l'administration et recommande des réformes, à commencer par celle du Conseil supérieur de la magistrature. Le chef de l'exécutif indique que si ces changements doivent s'opérer, ils doivent impérativement être basés sur une démarche inclusive. Le ministre de la Justice soutient que les différents acteurs devront prendre part à la réflexion. Voici Ismaël Mayorfal. Ça doit être une réflexion où il y a des magistrats, où il y a des avocats, où il y a les gens de justice de façon générale et où il y a aussi des professeurs de droit. Et donc cette réflexion va porter sur toutes les considérations qu'on considère comme importantes pour moderniser, renforcer la justice, l'indépendance de la justice. Et évidemment, vous avez raison, cette question du Conseil supérieur de la magistrature aussi en fait partie. Aujourd'hui, par exemple, on peut se poser la question de savoir, est-il encore opportun d'avoir au Sénégal un Conseil supérieur de la magistrature? Si l'on sait que la tendance universelle, la tendance en général, c'est d'avoir des conseils supérieurs du pouvoir judiciaire, des conseils supérieurs de la justice.
Parce que la préoccupation du Conseil supérieur ne doit pas être simplement la magistrature, mais doit être plutôt le fonctionnement et l'organisation de la justice de façon générale. Deuxième considération qui peut être discutée, est-il aujourd'hui opportun de maintenir encore dans le Conseil supérieur de la magistrature que des magistrats? Est-ce qu'il n'est pas opportun de faire des ouvertures et de coopter dans le Conseil supérieur de la magistrature ou ce qui pourrait être plus tard au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire d'autres personnes? Désormais, l'avocat peut assister son client dès les premières heures de son interpellation. Amnesty International Sénégal et le Forum du Justiciable saluent la décision du ministre de la Justice sur l'application de l'article 55 de la loi. Ils espèrent que cette disposition sera vulgarisée dans les différents commissariats du pays. Selon eux, cette circulaire permettra à l'individu interpellé de ne pas subir un interrogatoire sous la contrainte. Les éclairages de Adjara Ndiaye. La circulaire portant sur la présence de l'avocat dès l'interpellation de son client est très saluée par les spécialistes et partisans du droit. Elle estime que cela va obliger maintenant tous les officiers de respecter cet article 55 de la loi. Mieux vaut tard que jamais. Le ministre a pris cette circulaire pour que, évidemment, plus personne parmi les gens qui sont sur la chaîne pénale ou dans la chaîne pénale ne puisse opposer le refus à cette directive. C'est une mesure qui aujourd'hui va davantage crédibiliser les procès-verbaux parce qu'il arrivait souvent, en tout cas devant la barre, que des justiciables reviennent sur leur déclaration sous prétexte qu'ils ont été torturés lors de l'enquête. Donc je pense qu'avec la présence de l'avocat, ces choses-là pourront être limitées. Toutefois, le directeur exécutif d'Amnesty International déplore l'exception dans cette circulaire. Manquement grave de l'État du Sénégal. Toutes les personnes arrêtées qui sont dans les liens entre les mains de la police ou en garde à vue doivent pouvoir bénéficier de cette disposition communautaire qui s'applique à tous sans exception. Sans exception. Donc nous déplorons le fait que le gouvernement ait décidé de mettre des exceptions et ces exceptions frappent les personnes qui sont soupçonnées de terrorisme ou qui sont arrêtées dans le cadre des affaires liées au terrorisme. Cette circulaire ne sera pas effective si le pays ne compte pas suffisamment d'avocats. C'est dommage l'avis de ces acteurs. Avant quand même de parler de la présence de l'avocat dès les premières heures de la garde à vue, il faudrait s'assurer que cette personne quand même à un avocat. Le droit de la défense, c'est un droit en tout cas général. Donc le citoyen, le justiciable qui se trouve à Fatick ou bien à Tamba a les mêmes droits que le justiciable qui se trouve ici à Dakar. La plupart des villes et villages du Sénégal, si vous êtes arrêté par un policier ou un agent d'application de la loi, vous ne pouvez même pas appeler un avocat parce que l'avocat est à des centaines de kilomètres de là où vous êtes. Donc il est impératif que très rapidement, l'État prenne des mesures incitatives pour encourager les avocats à s'installer dans les capitales régionales. Ce nouveau règlement entré en vigueur le 1er janvier 2015 ainsi que l'article 55 du Code de procédure pénale modifié le 8 novembre 2016 consacre la présence de l'avocat pour assister son client dès son interpellation par l'officier de police. Par ailleurs, les acteurs exhortent l'État à promouvoir la présence d'avocats dans les régions pour faciliter le respect de cette loi. Le Sénégal compte 358 avocats, une révélation du ministre de la Justice. Les professionnels du secteur ambitionnent d'augmenter ce nombre. Le bâtonnier de l'ordre des avocats informe que cette année, le concours d'entrée au barreau sera ouvert aux étudiants en droit. Décision très appréciée par ceux de la faculté des sciences juridiques de l'UCAD. Il dénonce toutefois le déficit du nombre d'avocats au Sénégal et invite les autorités étatiques à revoir le système mis en place pour les études en droit. Un reportage de Léna Tchoun. Compenser le déficit du nombre d'avocats au Sénégal, c'est l'objectif du concours d'entrée au barreau. Préoccupé par la faiblesse de leur nombre au Sénégal, le bâtonnier de l'ordre des avocats, Maître Mbaye Gueye, a déclaré que le concours sera ouvert cette année aux étudiants en droit. Une révélation bien accueillie à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD. Je pense que c'est une très belle déclaration pour les étudiants qui sont en faculté des sciences juridiques et politiques. Aujourd'hui, on a la chance avec Maître Gueye qui valorise les concours pour qu'on fasse des concours pour être des avocats. On accueille bien la nouvelle déjà et on est preneur. 358, c'est le nombre d'avocats que compte le Sénégal et une vingtaine sont répartis dans les régions. Un chiffre. C'est très désolant parce que déjà dans un pays
qui est le Sénégal déjà, on mérite, avec cette faculté-là, qui a des étudiants pertinents, déjà on mérite d'avoir plus d'avocats que ça. Ça c'est vraiment déplorable, parce que nous parlons ici au Sénégal d'un état de droit. Un état de droit, c'est-à-dire un état dans lequel le droit est respecté. 358, c'est le nombre d'avocats que compte le Sénégal et une vingtaine sont répartis. C'est dû un peu au manque de concours, c'est dû aussi à l'élévation du taux d'étudiants, parce que beaucoup d'étudiants se découragent avant d'être en master. Plus de 10 000 étudiants orientés à la faculté de droit. Alors que pour préparer le concours pour entrer au niveau du barreau, il faudra d'abord le master 2. Et les étudiants qui vont en master 2, il faut que 100 étudiants. 358, c'est le nombre d'avocats que compte le Sénégal et une vingtaine sont répartis dans les régions. Un chiffre loin d'être conforme aux standards internationaux s'agissant du ratio avocat-justiciable. Et c'est-à-dire que la présence de l'avocat dès l'interpellation de l'individu est loin d'être une réalité au Sénégal. Attaque de Bofa, l'armée confirme la découverte d'un nouveau corps, ce qui porte le bilan à 14 morts. Le chef d'état-major général des armées promet que les criminels seront traqués et neutralisés. Le général de corps, Cherguey, informe de l'implication de l'armée bissau-guinéenne dans cette traque. Il a animé un point de presse cet après-midi à Ziguinchor. Le général de corps d'armée, Cherguey, est avec Mambi Tediata. Ma visite aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des tournées régulières que j'effectue dans les différentes garnisons et dans les zones de déploiement de nos forces, que ce soit en territoire national ou bien dans les théâtres extérieurs. La visite d'aujourd'hui coïncide avec un événement malheureux qui s'est passé le 6 janvier 2018 ici à Borofa-Diola et qui a eu à motiver également le déclenchement d'une opération particulière pour rechercher, traquer et neutraliser les criminels qui ont eu à commettre cet acte. Il y avait un individu qui était porté disparu. Ce matin, dans la recherche, nos éléments ont eu à découvrir le corps. Ça doit être donc la 14e personne qui était disparue et qui a été retrouvée par nos hommes sur le terrain. La coopération avec les troupes bissau-guinéennes sont permanentes. Cela fait un mois, j'étais en Guinée-Bissau, en discussion avec mon homologue là-bas, en discussion avec les troupes qui sont là-bas, pour en tout cas raffermir les relations qui existent. Et dans le cadre même de la coopération qui existe entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, en particulier en ce qui concerne la défense, la sécurité, nos commandants de zone se voient régulièrement le long de la frontière et moi également je le fais. Par conséquent, cette collaboration se fait également pour cette opération. 14 personnes ont perdu la vie dans cette attaque. L'heure est donc à la poursuite des auteurs de cet acte. Cette recherche pourrait conduire à la Guinée-Bissau. Le président du groupe de réflexion de la paix en Casamance et le vice-président de l'Assemblée nationale, Abdoumou, conviennent que c'est dans l'ordre normal des choses. Toutefois, selon eux, le dialogue est indispensable pour une solution définitive de sortie de crise. Mohamedou Diallo nous en dit plus. La tuerie de Bofa n'a pas encore révélé tous ses secrets. La traque aux assaillants pourrait mener jusqu'en Guinée-Bissau. Ce serait inédit car l'accord de 1995 autorisant à l'armée sénégalaise de poursuivre ses cibles dans ses pays voisins n'a jusqu'ici jamais été appliqué. Un crime a été commis, c'est normal qu'on recherche les criminels. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un objectif directement de recherche de la paix en Casamance. Là, il s'agit d'opérations pour rechercher les coupables du crime dont vous parlez. Une opération normale qui concourt à rassurer davantage les populations de la région sud. Après 35 ans de conflit, l'heure est à la recherche d'une solution durable à la crise casamançaise. Il faut dire que quand même, ce qui s'est passé n'entame en rien. Quand même, le processus est engagé depuis trop longtemps parce que quand même le président de la République depuis 2012 est en train de trouver des solutions pour que la paix définitive puisse revenir en Casamance. Et enfin, de privilégier le dialogue plutôt que la force et la violence. Une fois que l'unité du 9DC sera faite, je crois qu'il faut mettre les conditions pour que tout le monde se mette autour d'une
Sénégal a été en 1999. Aux dernières nouvelles, le bilan du carnage à Bofa s'est alourdi. Pour l'instant, 14 personnes y ont été tuées, plongeant ainsi le pays dans l'émoi et remettant en cause le processus de recherche d'une paix définitive en Casamance. Dakar accueillera en fin de semaine prochaine le sommet africain sur la paix, la sécurité et le développement durable, une rencontre initiée par la Fédération pour la paix universelle et l'Association des parlementaires pour la paix. Les discussions tourneront autour du thème interdépendance, prospérité, valeurs universelles. Ce grand rendez-vous sera présidé par le chef de l'État Macky Sall, nous dit Aïda Mamadou Diop. Un monde connecté, uni, interdépendant, prospère, c'est possible à condition qu'il y ait la paix. C'est à cela que s'attelle la Fédération pour la paix universelle. Ainsi, la FPU mise sur la restauration des valeurs familiales. Comment transmettre ce que nous portons en nous-mêmes? Parce qu'on a l'habitude de dire que l'être humain porte sur sa langue le chemin de son destin et l'être humain, sur la base de ses convictions, peut apporter donc un changement. C'est pour cela que l'accent sera beaucoup mis sur les valeurs universelles. Quoi de mieux alors qu'un sommet africain pour parler de tout cela? Le premier du genre va se tenir à Dakar du 18 au 19 janvier prochain. Ainsi sera abordé le thème Nouvelle Afrique, interdépendance, prospérité mutuelle et valeurs universelles. Un sommet qui permettra de réfléchir sur les questions essentielles. Le sommet réfléchira et chaque corporation devra faire des résolutions et des recommandations qui permettront, en tout cas, au-delà maintenant du sommet, de travailler concrètement sur des projets. 1200 personnalités venues de 60 pays sont attendues, y compris des chefs d'État et de gouvernement. La rencontre sera présidée par le chef de l'État, rencontre choisie par la Fédération pour la paix universelle pour décerner le prix de leadership et de responsabilité au président Macky Sall. Je le disais en début d'édition, pas de course jeudi dans les salles de classe. Le QCMS explique cette situation parce qu'il considère comme une irresponsabilité du gouvernement. Son secrétaire général adjoint demande à l'État de respecter les accords signés. Ndongo Sarr et ses camarades réclament l'alignement des indemnités de logement, le paiement des indemnités du baccalauréat et du BFM. D'autres plans d'action sont en vue pour amener le gouvernement à respecter ses engagements. Le point avec Abigail. Après un débrayage ce mercredi, le cadre unitaire du syndicat des enseignants du moyen secondaire est passé à la vitesse supérieure. Le QCMS observe ce jeudi une grève totale, un combat motivé selon le secrétaire général adjoint du syndicat par le non-respect des engagements signés par le gouvernement. Je crois que la dégradation de la situation procède de l'attitude irresponsable des autorités qui, non content d'honorer les engagements souscrits vis-à-vis des enseignants, en rajoutent depuis peu, puisque vous avez sans doute entendu que le mois dernier, il y a eu des ponctions sur les salaires. Ce mois-ci, les ponctions sont allées crescendo. Si vous prenez les indemnités dues aux enseignants également pour les examens du baccalauréat de l'année dernière, à ce jour, eh bien, ces indemnités-là n'ont pas encore été totalement payées. Il est également une autre question nodale, celle-là, c'est la question donc de l'alignement de l'indemnité de logement. Ce plan d'action coïncide avec la disparition du khalife général des Mourides. Ndongo Sarr salue le rôle joué par le Saint-Homme pour le dénouement de la crise scolaire en 2016. Quand il y a 2 ans, la situation s'est dégradée au point qu'on en arrive donc presque au point de rupture, lui et le khalife Al-Amin étaient montés au créneau et avaient joué un rôle extrêmement important dans le dénouement de la crise. Et à l'époque d'ailleurs, les autorités leur avaient fait des promesses qui n'ont pas été tenues, donc à ce jour, jusqu'à leur disparition. Le QCMS a boudé les classes ce jeudi. Il compte intensifier le combat afin de pousser les autorités à respecter les accords déjà signés.
Le chapitre économique, la faiblesse du taux de bancarisation au Sénégal s'explique par le fait que le pays ne dispose pas d'une politique d'éducation financière. Déclaration du président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières, Famara Ibrahima Sissé, ajoute que les clients sont parfois laissés pour compte. Pour le sociologue Abdoulaye Biaye, la réalité est tout autre. Il estime que certains Sénégalais n'ont pas la culture de confier leur argent à une banque, un travail de Mariam Miramba. À l'image de Ibrahima, nombreux sont les Sénégalais qui ne disposent pas de compte bancaire. Sur 14 millions d'habitants, seuls 18% sont bancarisés. Pour le président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières actifs, les raisons sont toutes simples. Aujourd'hui, pour faire une simple opération dans une institution bancaire, le client perd énormément de temps. Le client aussi peut payer des moyens de paiement comme les GAP, les chéquiers, mais malheureusement ne pourra pas les utiliser parce que les GAP tombent régulièrement en panne. Mais le problème le plus fondamental, c'est le problème de la mobilité bancaire. Un client qui veut quitter sa banque, il est tenaillé par deux monstres financiers, sa banque d'accueil et sa banque de départ. Tant de mots qui ont vu le jour depuis 2004, quand la bancarisation des salaires a été votée. Le texte réglementaire stipule que tous les paiements et rémunérations supérieures à 100 000 francs CFA fassent l'objet d'un virement bancaire. Une loi qui n'agrée pas certains clients. N'eût été cela, on resterait véritablement au trésor pour percevoir dans la globalité notre salaire. Selon les sociologues, l'explication est tout autre. Certains Sénégalais n'ont pas la culture de garder leur argent à la banque. Les Sénégalais, même dans les façons de dépenser, on dépense de façon très folklorique. Donc, pour dépenser de façon très folklorique, il faut avoir cette disponibilité financière. Donc, on préfère que l'argent soit avec nous, près de nous, n'est-ce pas, ou quelque chose soit plus sûr, ça nous permet de faire, de réagir par rapport aux urgences. Sur l'autre aspect aussi, quelque part, il y a une forte culture de la thésaurisation. Donc, ici, au niveau de l'avoir, c'est pas seulement l'argent, même le physique. Donc, quand on dit un Sénégalais riche, on va avoir le nombre de têtes de bétail, n'est-ce pas, le nombre de maisons. Donc nous, la richesse chez nous, l'expression, c'est la visibilité. Selon ce sociologue, le faible taux de bancarisation s'explique aussi par le fait que les banques n'ont plus bonne presse ici au Sénégal. Vers la fin des années 80, il y a eu une grande disparition des banques sénégalaises. BNDES, BAO, USB, des banques qui ont été créées par des Sénégalais, donc qui ont disparu faute de mauvaise gestion. Donc ça peut créer même un repli. Pour inverser la tendance, certains Sénégalais proposent une politique d'éducation financière et le vote de lois protectrices des clients, comme la loi sur le délai de grâce, celle sur la mobilité bancaire, afin de hisser le secteur bancaire à la hauteur des ambitions d'émergence économique. Gestion du budget 2018, les services qui interviennent dans son exécution réfléchissent sur comment mener à bien cette mission, une initiative de la direction du budget en collaboration avec le ministère de l'économie et des finances. Le directeur du contrôle budgétaire confie que ces échanges contribueront à l'harmonisation du travail abattu par les différents services. Il a profité de cette tribune pour saluer la diminution du déficit budgétaire au Sénégal. Les précisions de Côte d'Indiaye. Harmoniser les procédures des différents services qui concourent à l'exécution du budget de l'État, c'est l'objectif de cet atelier d'échange initié par la direction du budget, une manière pour ces différents services de procéder à l'exécution du budget 2018 sans contrainte majeure. L'exécution du budget est encadrée par un certain nombre de textes et l'interprétation de ces textes peut différer d'un service à l'autre ou bien d'un acteur à l'autre. Le présent atelier se base effectivement sur les difficultés rencontrées que nous synthétisons et nous procédons à une présentation de ces difficultés. Et donc c'est un peu en résumé cette compréhension commune qui va en tout cas permettre une bonne exécution, c'est-à-dire d'éviter des blocages, des rejets de dossiers. Et donc comme vous le savez, s'il n'y a pas de rejet, si les rejets sont amoindris, donc on a une célérité de l'exécution et donc tous les services se trouvent bien satisfaits. Le directeur du budget a saisi cette occasion pour saluer la baisse du déficit budgétaire du Sénégal. Maintenant, l'atelier de démarrage va faire le point sur l'exécution du budget 2017. Quels sont les enseignements majeurs que nous pouvons tirer de l'exécution du budget 2017?
et quels sont les problèmes rencontrés, quelles sont les solutions envisagées. Et maintenant pour 2018, déjà les dispositions ont été prises pour pouvoir démarrer l'exécution du budget le premier jour ouvrable de l'an. Le déficit budgétaire, c'est les dépenses moins ressources en fait, mais le déficit budgétaire de 2018 tel que projeté est de l'ordre de 3,5% pour 2018. En fait, c'est le budget voté par l'Assemblée nationale. C'est ce budget-là qu'on est en train on parle de ce budget-là actuellement. Ce conclave a réuni une centaine de participants, tous soucieux d'un seul objectif, identifier les contraintes relatives à l'exécution du budget afin de pouvoir apporter des correctifs. Nous en venons à notre reportage du jour. Il s'intéresse à l'utilisation des perruques par les femmes. Elles font fureur, beaucoup les préfèrent parce qu'elles sont pratiques, exigences conjugales ou pure paresse. Les femmes expliquent le choix porté sur ce style de coiffure. Qu'en pensent les hommes? Certains ne les trouvent pas si tendance que cela. Mesdames, vous allez le voir dans cet élément de Fatoumata Touré. De nos jours, les perruques sont la tendance chez la gente féminine. Coupe carrée, raie au milieu ou mireille, chacune avec sa préférence. Certaines estiment que c'est plus pratique. La mode évolue avec les perruques et tout, mais aussi il y a certaines filles qui le font juste parce qu'elles doivent prier et aussi elles doivent prendre le bain bénit et tout ça. Souvent, c'est plus en vogue chez les femmes mariées, mais ce jeune homme n'est pas d'accord avec elle. Une femme qui est mariée, déjà nous sommes tous des musulmans. Ok, donc quand on dit qu'une femme qui est mariée, elle appartient déjà à quelqu'un. Donc il y a certaines manières, elle n'a pas le droit, autrement dit, elle ne doit pas se permettre de faire ce genre de trucs-là. Les perruques doivent être entretenues, mais selon ces jeunes, il y a trop de femmes négligentes. Les femmes là, avec leurs perruques, elles n'arrivent pas à entretenir cela et ça dégrade donc seulement des œuvres franchement qui ne sont pas appréciables dans les bus. Les filles doivent bien prendre soin de leurs perruques. C'est le minimum. Mais tu vois certaines très négligentes. Malgré l'aspect tendance et joli, les perruques comportent des inconvénients, nous confie cette coiffeuse. Mettre toujours des perruques, c'est pas du tout bon. Ça peut même rendre la personne chauve. Ça comporte des inconvénients. Il faudrait que les filles l'utilisent avec modération. Les femmes suivent souvent la mode. Beaucoup soutiennent qu'il faut de l'hygiène pour entretenir les perruques. Ils exhortent les femmes à y remédier afin d'éviter les odeurs désagréables. Dakar va accueillir à partir de ce vendredi la 10e édition du Festival des zones d'intégration. Le stade Iba Mar Diop a été choisi pour abriter les festivités. À quelques heures de cet événement culturel mondialement reconnu, les organisateurs s'attellent au dernier réglage. Cette année, plus de 600 festivaliers venus de Gadiaga, Bundu, Gindi Maha sont attendus à Dakar. Les détails avec Mansour Sow. L'heure est au dernier réglage pour la 10e édition du Festival des ondes d'intégration. Pour Bakary Sali Diakité, coordonnateur du festival, tout est fin prêt. Nous avons déjà les sites d'hébergement qui sont à 3 endroits. La piscine olympique, le stade Iba Mar Diop, le stade Demba Diop. Et en plus de cela, la communauté soninké à Dakar a mis à notre disposition des appartements meublés. Pour tout ce qui est point de vue hébergement, je pense que tout est au point. Un rendez-vous qui a fini par se faire une place de choix